Les symptômes ont commencé durant la jeune enfance, d'aussi loin que je me souvienne, 4-5 ans, j'ai des douleurs aux jambes, sensation de froid, ma mère me frotte avec de l'antiflogestine, puis on lui dit que c'est des poussées de croissance. Ma sœur me dit que bébé, je pleure beaucoup. Là, on ne saura pas pourquoi, on n'a pas d'idée, là, est-ce que c'était des caprices ou d'autres maux. J'ai des faiblesses aux jambes, difficulté à marcher longtemps, je ne fais pas de patin, incapable de faire du ski alpin. J'ai une hernie ombilicale là, qui me complexe. Je suis tout petite, puis j'ai un gros nombril, ça de gros. Ensuite, il y a des mouvements involontaires, des tics nerveux, syndrome des jambes sans repos. On arrache mes dents, toutes mes dents de bébé, j'ai 7 ans. Est-ce que c'était la fragilité de l'émail, sirop de maïs pour calmer mes pleurs que ma mère me donnait? On n'a pas la réponse. Scoliose a été décelée vers 11 ans. J'ai été suivie à Sainte-Justine de 13 à 18 ans. J'ai porté un corset Boston pendant 5 ans. Tout dans la même période. Là. Ensuite, ça a été l'encombrement dentaire, manquait d'espace pour toutes mes dents. Donc, on a arraché 4 prémolaires, 4 dents de sagesse avec des racines coudées. Et on a débuté un traitement d'orthodontie de 12 à 17 ans. Dysfonctionnement de l'articulation de la mâchoire qui est mal développée. Donc, on me suggère une chirurgie à 16 ans pour avancer la mandibule inférieure. Après quelques mois, on a dû retirer les fils métalliques qui avaient été utilisés pour la chirurgie parce que mes joues étaient trop sensibles. Ça s'est suivi avec des problèmes gastro-intestinaux, des ballonnements épouvantables malgré ma maigreur. Je faisais rire les gens, j'avais l'air d'une femme enceinte. Pendant les activités sportives à l'école, il y a eu des subluxations à des doigts ou au poignet gauche. Aussitôt que je faisais des activités comme le handball, volleyball ou juste taper sur un ballon de fête. Ensuite, il y a eu les saignements menstruels très douloureux, abondants, des hémorragies. On a dû me prescrire des anovulants là, à 13 ans. Souvent, les signes et symptômes du syndrome d'Ehlers-Danlos sont présents dès l'enfance et d'autres apparaissent au cours de la vie. Mais les personnes atteintes ne sont diagnostiquées qu'à l'âge adulte, même souvent à un âge avancé, où elles sont sans diagnostic toute leur vie. Pourquoi ce documentaire? Pour faire entendre la voix des personnes concernées et les médecins qui croient leurs patients, dans le but de débuter une conversation sur cette maladie qui n'est pas imaginaire. Parce que ces personnes souffrent, mais sont ignorées dans le système de santé. Elles n'ont pas un accès équitable aux services de soins de santé. Donc, adulte, il y a eu une fatigue importante qui s'est installée. J'avais besoin de faire des siestes de 2 heures avant de faire des activités en soirée avec mes amis. J'étais incapable de conduire sur une longue période. J'avais des brûlures au trapèze, des douleurs dorsales à cause de la position statique. D'ailleurs, je finissais mes cours à l'université littéralement couchée sur ma chaise. J'avais des chutes de pression dans le métro si j'étais trop longtemps debout. Je ne ressentais pas la soif, mains froides, pieds froids, même l'été. 28-29 ans, j'ai mes 2 accouchements par césarienne dus à une présentation par siège. À ma 2e grossesse, le travail a commencé à 30 semaines. J'ai dû être alitée puis au repos pendant 6 semaines. L'accouchement a été prématuré à 36 semaines. Je décrirais les douleurs associées aux césariennes comme invalidantes. J'avais peine à respirer, cicatrisation difficile et douloureuse. Et je me suis aperçue récemment que le gynécologue avait écrit dans son rapport à ma 2e césarienne que j'avais des adhérences importantes et très rigides. Maintenant, parlons des hits que je cumule. Tendinite, bursite, capsulite, diverticulite, name it. 42 ans. Il y a une chute importante qui survient puis qui exacerbe tous mes symptômes. J'ai l'impression que toutes les os du corps sont déplacés, mes muscles sont raides. Ça dure pas moins de 3 mois et là, il y a un déclin de ma condition physique.
Vers 46 ans, s'ensuit un congé sans solde. Je suis trop épuisée, les douleurs qui brûlent, je ne sais plus quoi faire. 51 ans, épuisement professionnel avec de l'anxiété. Et c'est là que je rencontre le docteur qui est ma sauveuse. 54 ans, ménopause, symptômes explosent. Là, il y a des raideurs musculaires qui s'installent. Je suis comme dans la 3e phase du syndrome Ehlers-Danlos, hypermobile. J'ai 50 ans, je suis raide, mais j'obtiens quand même un score de Beighton de 5 sur 9. 54 ans, chirurgie pour un remplacement total de la hanche gauche. 55 ans, 2e chirurgie pour la hanche droite. Mauvaise guérison, les douleurs sont insupportables et là, je tombe en physio intensive là, pour tenter de régler tout ça. Il y a le sommeil aussi qui est perturbé de plus en plus. L'insomnie chronique, les maux de tête matinales. Ça me prend 1 heure à me sortir de la brume le matin. Après investigation, on se rend compte que c'est de l'hypoxémie nocturne sévère. La saturation d'oxygène dans le sang est mauvaise. Donc là, il y a un CPAP qu'on tente d'installer. Pendant 1 mois, l'air s'en va dans l'estomac au lieu d'aller dans les poumons. Tout ça à cause de la laxité du tissu conjonctif. Et aussi, il y a une instabilité cervicale qui est détectée. Donc, il y a eu mon début d'invalidité de longue durée a commencé, disons, à 54 ans, lors de la première chirurgie à la hanche. Ensuite, j'ai obtenu mon diagnostic officiel de SED hypermobile à 55 ans. Et l'invalidité permanente a été reconnue par l'assureur un petit peu après, là, vers 55 ans également. Je suis conseillère en génétique et cofondatrice du Regroupement québécois des maladies orphelines, le RQMO, qui a depuis 15 ans un centre d'information et de soutien pour les personnes atteintes de maladies rares et orphelines. La maladie pour laquelle on nous contacte le plus est le syndrome d'Ehlers-Danlos, beaucoup plus que n'importe quelle autre maladie rare. Le syndrome d'Ehlers-Danlos, communément appelé SED, est une maladie héréditaire du tissu conjonctif. Il y a 13 types de SED, 12 types rares et un type qui n'est plus considéré rare, le syndrome d'Ehlers-Danlos dit type hypermobile. Il y a ce qu'on appelle aussi les désordres du spectre de l'hypermobilité. Le trait caractéristique de ces syndromes ou désordres est l'hypermobilité articulaire, c'est-à-dire des jointures qui bougent plus que la normale. L'hypermobilité est mesurée par ce qu'on appelle le score de Beighton. Donc, ce sont des personnes qui sont plus flexibles, souples que la moyenne des gens. Certains pensent que ce n'est pas grave, que c'est une curiosité, mais ça peut être pathologique. C'est le résultat d'un défaut du tissu conjonctif qui rend les ligaments, les tendons hyperlaxes et engendre de sérieux problèmes musculo-squelettiques. Par exemple, ce n'est pas normal qu'un enfant fasse des entorses ou des dislocations à répétition, qu'il se plaigne constamment de douleur, qu'il ait de la difficulté à participer à des activités physiques et même à tenir un crayon. Puis inversement, à cause de leur hypermobilité, ils peuvent être excellents dans des sports, en gymnastique, en danse et même des arts du cirque. Mais ça peut causer des problèmes plus tard pour certaines personnes. Je me présente, moi c'est Louis-Simon Allaire. Je suis physiothérapeute depuis 18 ans. Mon background, c'est un petit peu plus dans le sportif, là. Donc des pathologies qu'on voit plus un petit peu au niveau de la colonne. Peut-être 70% de mes patients, c'est des problèmes plus associés au niveau lombaire, dorsal, cervical, des trucs comme ça. Aujourd'hui, on rencontre ma patiente, fait qu'on va la traiter comme on fait normalement. Pour ce qui est du SED ou le syndrome d'Ehlers-Danlos, bien, pour moi, c'était nouveau, là, nouveau dans ce sens où moi, j'ai une patiente que je suis depuis 7 ans environ. Puis j'ai découvert ça en même temps qu'elle, je crois. Puis on essaie de faire cet accompagnement-là du mieux qu'on peut. Qu'est-ce qu'on fait? Principalement, en fait, mon rôle là-dedans, c'est un syndrome qui est assez complexe. J'essaie d'éteindre des feux un petit peu ici et là. Dans le fond, c'est à la saveur du jour, on se parle. C'est comme, bon, j'ai mal où aujourd'hui? Là, aujourd'hui, j'ai plus mal à telle place ou à telle place. Fait qu'on vient libérer, c'est beaucoup d'accompagnement par rapport à ça. Accompagnement dans le sens où on veut
essayer de passer à travers le quotidien, parce qu'il y a des journées que ça va pas bien, il y a d'autres journées que ça va bien, puis c'est un petit peu ça. On a passé du volume, je pense qu'à travers les années, l'objectif, c'est le plan à long terme par rapport à ça, c'était de donner des outils, je pense, en termes de gestion de douleur, donner des outils de rendre la patiente le plus autonome possible. Évidemment, ce qui est recommandé là-dedans, c'est beaucoup de renforcement, stabiliser un petit peu les articulations, parce que c'est au niveau du tissu conjonctif là, que ça semble être hyper mobile un peu partout. Fait que là, l'idée, c'est ça, mais ça fait aussi qu'il y a des tensions musculaires qui apparaissent, qui viennent compenser. Fait que c'est là que la thérapie manuelle devient intéressante. Puis c'est là, quand je parle de pompier, puis qu'on vient éteindre un petit peu ça tous les jours, bien, c'est un peu le rôle qu'on se donne. Évidemment, on ne peut pas faire ça tous les jours, fait qu'il faut donner des outils puis que ça devienne simple, parce que sinon, c'est coûteux, tu sais, c'est pas efficace. Puis je suis pas sûr qu'en long terme, on vient aider le patient à ce moment-là, tu sais. Je pense qu'à travers tout ça, il y a eu beaucoup d'autres intervenants qui nous ont aidés à aller chercher des outils. On est passé de 3 traitements par semaine à 1 par semaine. Fait que je pense qu'il y a de l'amélioration par rapport à ça, mais ça reste de l'accompagnement, je pense, au niveau hebdomadaire, au quotidien par rapport à tout ça. Donc, la première fois que j'entends parler du syndrome Ehlers-Danlos, c'est en 2021. Ma nièce, qui est infirmière clinicienne, m'appelle un jour, puis elle me dit « Ma tante, je commence à être comme toi. » Elle a 36 ans. Puis là, j'explique qu'on me parle de fibromyalgie, mais que pour moi, ça ne colle pas, puis les traitements ne fonctionnent pas. Elle me dit « Laisse-moi faire, là, je vais commencer mes recherches. » Et ces recherches l'ont menée à une suspicion d'un syndrome Ehlers-Danlos. Elle a donc consulté pour des problèmes cardiaques. Elle avait de la tachycardie et d'autres symptômes. Elle a obtenu son diagnostic officiel en avril 2022. Les tests génétiques sont négatifs, donc conclusion d'un SED hypermobile. Elle déplore qu'il n'y ait pas de suivi possible, qu'il n'y ait pas de soins, puis elle s'inquiète pour ses enfants également. À savoir, là, s'il y a d'autres personnes dans ma famille, ma mère, qui est décédée en 2018, soit avant qu'on soit diagnostiqué, avait également des problèmes de santé. J'ai une sœur qui a récemment été diagnostiquée aussi. Elle a eu des problèmes précoces d'arthrose avec des remplacements des 2 hanches et des 2 genoux à 58 ans. C'est son système respiratoire qui est plus atteint, alors que moi, c'est un système musculo-squelettique. Ensuite de tout ça, ma nièce me dit je te suggère fortement de contacter le Regroupement québécois des maladies orphelines, là, le RQMO, qui est un centre de soutien pour le SED. Donc, en octobre 2022, je participe à une activité du RQMO à Sherbrooke. C'est une conférence qui est donnée par 3 médecins experts du SED qui sont venus de la France. Et là, bingo, je me reconnais enfin. Les 12 types rares de SED ont une cause génétique connue. En général, on peut confirmer leur diagnostic par des analyses génétiques. Certains types se transmettent de génération en génération dans la famille. Le 13e type, le SED hypermobile le plus fréquent, se transmet aussi de génération en génération. Donc, plusieurs personnes peuvent être atteintes dans une famille. Mais les recherches n'ont pas trouvé un gène causal à ce jour. On pense que c'est une maladie complexe, multifactorielle, avec beaucoup de gènes impliqués. Donc, on ne peut pas confirmer le diagnostic par un test génétique. Le diagnostic s'effectue par un examen physique, un questionnaire incluant le score de Batten, l'évaluation des antécédents familiaux. On fait des analyses génétiques pour exclure les autres types de SED et d'autres maladies possibles. C'est un diagnostic clinique. Ce n'est pas parce que l'analyse génétique est négative qu'il n'y a rien. Moi, je suis Marielle Trottier. Je suis médecin de famille. J'ai travaillé pendant 30 ans sur la Rive-Sud de Montréal. Et puis, il y a une condition génétique qui me passionne absolument là, depuis des années, que je ne connaissais pas tellement. J'avais peut-être entendu parler du nom une fois dans mes études. Et puis, c'est évidemment les troubles du tissu conjonctif là, héréditaire, le syndrome Ehlers-Danlos. Puis, j'en avais pas entendu parler tant que je n'ai pas eu une patiente moi-même. Et puis, quand j'ai lu sur le sujet, bien, je me suis aperçue que, coudonc, j'ai le syndrome là, moi aussi.
Mais c'est un cas pas sévère, en tout cas, bref. Mais j'ai continué à m'intéresser là-dessus, puis je me suis aperçue au fil des années que finalement, j'avais probablement plusieurs patients qui étaient dans le spectre du syndrome Ehlers-Danlos. Alors, voilà. Puis avec le temps, je me suis aperçue aussi que les connaissances, tout comme les miennes, la connaissance chez mes collègues n'était pas très bonne. Puis j'ai eu plusieurs commentaires sur le coup qui disaient bien, à quoi bon savoir ça s'il n'y a rien à faire, de toute façon, c'est les gènes. Alors, c'est ça. Je n'étais comme pas d'accord parce que j'ai commencé à lire là-dessus et je me suis aperçue qu'il y avait déjà beaucoup de traitements, déjà beaucoup de connaissances, beaucoup de, finalement, de trucs à faire par rapport à ce syndrome-là, puis aussi par rapport à d'autres troubles héréditaires de l'hypermobilité. En 2017, ils ont révisé tous les critères diagnostiques. Avant, on pensait que c'était une maladie rare et non, je m'excuse, c'est pas rare. C'est une maladie complexe qui est fréquente parce que il y a plusieurs sous-types, là, si on veut. Puis le plus fréquent n'a pas actuellement de biomarqueurs. Donc, on ne peut pas faire une prise de sang pour le diagnostiquer. Le diagnostic se fait par le questionnaire, puis il y a un examen physique qui est pas mal facile à faire, honnêtement. C'est une incidence là, qui peut aller 1 pour 600, 1 pour 900, même on pense peut-être 1 pour 500. Puis personnellement, dans ma pratique de 1000 patients, j'avais au moins 5 patients qui répondaient aux critères. Puis je n'ai pas choisi une clientèle, là, j'ai pas fait... c'est ça. Alors, c'est sûr qu'au fur et à mesure que les gens, les médecins vont connaître ce diagnostic-là, vont connaître cette pathologie-là, au fur et à mesure que ça va arriver, on va en diagnostiquer de plus en plus, puis c'est comme ça dans tous les pays d'ailleurs. Le syndrome d'Ehlers-Danlos, quand il y a un patient qui se présente et qui n'a pas de diagnostic officiel, il arrive chez un médecin en première ligne, donc un médecin de famille ou un médecin au sans rendez-vous. Il va souvent, pas toujours, il va souvent se plaindre de symptômes qu'on rencontre assez souvent, la douleur, la fatigue, puis les troubles du sommeil. Donc ça, c'est des points cardinaux qu'on retrouve chez la plupart des syndromes, des gens qui souffrent du syndrome Ehlers-Danlos. Donc, douleur, fatigue, puis troubles du sommeil. Puis là, ils vont venir soit pour cette raison-là, qui est une raison comme c'est quasiment le pain quotidien en première ligne. Donc, ça décourage un peu le médecin qui reçoit ça. Puis c'est des symptômes que si vous commencez à regarder comme médecin, vous commencez à regarder l'ensemble des systèmes, l'ensemble des plaintes, vous vous rendez compte que peut-être qu'il y a un réflexe à avoir, peut-être cette personne-là souffre d'hypermobilité, puis que dans le fond, il y a peut-être un syndrome derrière tout ça, un Ehlers-Danlos. Le syndrome Ehlers-Danlos, ça peut affecter plusieurs tissus. Par tradition, bien, on pense que ça affecte principalement les articulations et la peau, mais finalement, ça peut affecter le système digestif. Ça peut affecter la cognition, le système respiratoire, le système nerveux autonome qu'on appelle. Ça, c'est ce qui régule la température, le rythme cardiaque, la pression. Ça peut être aussi affecté par ça. Pourquoi? Parce qu'il y a du collagène qui supporte le système nerveux. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont le syndrome Ehlers-Danlos et qui se présentent non pas pour un problème musculo-squelettique ou un problème de peau, ils se présentent parce que ils ont de la misère à réguler leur pression artérielle, ils ont des chutes de pression, ils ont de l'intolérance au chaud, au froid. L'hyperlaxité, elle peut être ancienne, elle peut avoir été perdue au fil des années à cause de blessures à répétition ou à cause comment je dirais, des mécanismes de protection. Donc, la personne, elle le sent des fois qu'elle est trop laxe. Alors, elle va, pour se protéger, elle va tendre les muscles. C'est que les muscles sont anormalement tendus. C'est souvent, ils se font dire, bien, t'es pas laxe, t'es super tendu. Mais c'est un mécanisme de défense chez le Ehlers-Danlos. Donc, il faut vraiment aller chercher l'histoire antérieure, l'enfance, l'adolescence, surtout quand on a affaire à un patient plus âgé. Curieusement, ce syndrome génétique, le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui a été caractérisé il y a environ 100 ans, demeure encore méconnu ou mal connu dans le milieu médical. Il y a des milliers de maladies rares, donc c'est normal que la plupart ne soient pas connues des médecins. Mais ce qu'il y a de particulier avec le CED, c'est que non seulement il y a des informations erronées qui circulent dans le milieu médical à son sujet, mais aussi des préjugés. Je m'appelle Sarah Bérubé, j'ai 40 ans.
Je suis atteinte de syndrome d'Ehlers-Danlos de type hypermobile, d'un syndrome de tachycardie orthostatique posturale et de syndrome d'activation mastocytaire. On appelle ça la loterie de l'enfer. J'ai été 11 ans en errance médicale. J'ai eu 4 médecins de famille différents. Puis, ça a été vraiment long avant d'obtenir un diagnostic officiel, malgré l'importance que ça a dans le cas des pathologies complexes. Le premier médecin de famille que j'ai eu m'a suivi, mais le travail était beaucoup fait en silo. Donc, j'ai eu 13 diagnostics différents sans obtenir d'aide sur quelqu'un qui a fait qui a essayé d'amalgamer tout ça ensemble et d'essayer de trouver s'il y avait quelque chose derrière tout ça. Lorsque j'ai été référée en rhumatologie, pendant qu'on essayait de trouver quel diagnostic j'avais, j'ai malheureusement reçu un diagnostic différentiel très, très répandu chez les gens qui ont Ehlers-Danlos, la fibromyalgie. Je me suis inscrite à l'association de la fibromyalgie, j'ai rencontré des gens, je me suis investie, j'ai suivi des programmes. J'ai rapidement constaté que c'était pas du tout ça dont je souffrais. Mais de me faire écouter puis me faire comprendre que c'était pas ça, ça m'a nui énormément parce qu'encore, on a été joué sur le fait que j'avais des troubles de santé mentale. On a écrit à mon dossier que j'étais réfractaire au traitement, réfractaire aux médicaments, réfractaire au suivi qui m'était donné, le plan d'intervention puis tout ça. J'ai eu au minimum, ce que j'ai compté, 36 références en 14 ans. 36 spécialistes différents en 14 ans. J'ai rien. J'ai toujours rien. Ça, les tests sont toujours négatifs parce qu'on fait toujours les mêmes tests, dans le fond. C'est ça, tu sais, on ne cherche pas plus loin, c'est ça. Les 36 spécialistes se fient toujours au même test. Alors, la réponse, c'est dans ta tête. Alors, j'ai rien. J'ai jamais rien. On ne cherche pas plus loin. On ne va pas vers d'autres avenues. Et on n'écoute pas non plus qu'est-ce que moi je vis. Les tests qui pourraient être différents ou les résultats qui sont différents, on ne les regarde pas. Quand je pose des questions, on n'y répond pas. C'est comme si le patient prenait pas part au processus. Alors, au fil des lectures, j'ai rencontré la définition du SED. Pour moi, ça me semblait très logique. Mes symptômes pouvaient ressembler à ça. Et j'ai entendu parler du diagnostic de Billie Eilish. Ma fille venait de vivre un problème de genou qui a viré à l'envers. Et là, elle s'est mise à se tourner les épaules en arrière, mettre ses mains comme ça. J'ai dit, oups, OK. Je me rends compte que ma fille est hyper laxe. J'ai mis les deux ensemble. J'ai lu vos travaux. Ma famille vivait différentes particularités au niveau de la digestion. Là, mettre tout le melting pot ensemble, je me suis rendu compte que ça donnait une explication tout à fait logique de ce que moi je vivais, de ce que ma fille vivait, de nos difficultés. Alors, je me suis mis à m'intéresser au SED de plus en plus. Et sans penser, sans m'auto-diagnostiquer, je me suis dit que ça pourrait être un éclairage différent. Ça pourrait être une explication. Une chose qu'il ne faut pas sous-estimer, tous les humains, on a des biais. Puis Sarah le mentionne, biais à eux. Donc, c'est pas parce que la personne, elle n'arrive pas en fauteuil roulant qu'elle n'est pas malade. Elle marche encore, Sarah, là, elle a un fauteuil. C'est plus visible. Mais même qu'elle est en train de marcher, elle a la même maladie, elle a les mêmes conditions. T'sais. C'est juste une meilleure journée. Ouais, les problèmes sont invisibles. Le syndrome Ehlers-Danlos, il n'y a pas une apparence type de la personne qui a ça. On ne peut pas dire que c'est une personne qui est en surpoids, qui est en sous-poids, c'est une personne qui a l'air Ehlers-Danlos. C'est l'expression à l'intérieur même d'une famille peut être très différente entre un frère et une sœur, par exemple. En 2023, j'ai dû aller me faire opérer aux États-Unis parce qu'ici, ils m'ont complètement délaissée à moi-même. Fait que j'ai dû aller me faire opérer aux États-Unis, à Cleveland. Et sincèrement,
J'avais tellement peur parce que, vu que les spécialistes à l'hôpital m'avaient dit que allez pas là, puis c'est des charlatans, puis vous allez payer, puis vous allez risquer de mourir et tout, j'avais tellement peur, mais j'avais comme pas le choix de l'essayer parce que j'avais plus de qualité de vie. J'étais alitée pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je sortais plus de la maison. Fait que j'ai pris le courage à deux mains, j'ai fait confiance à ce spécialiste-là, puis je suis allée me faire opérer aux États-Unis. Rendue aux États-Unis, là, c'était incroyable. J'ai été prise en charge par une équipe extraordinaire et le chirurgien qui s'est occupé de moi, il m'a même dit qu'à un moment donné, il m'a dit, tu sais, Madame Lim, avec tout ce que j'ai lu sur vos compressions, je soupçonne vraiment le Ehlers-Danlos. Ça fait que ça serait important quand vous allez retourner au Canada, aller investiguer ça encore plus en profondeur parce que je suis certaine que vous l'avez. Hello everyone, my name is Drake Jensen and I'm an artist, singer, songwriter from Lac Caïman, Quebec, Canada, and I'm here to tell you a little bit about my EDS journey that started when I was 24 years old with a diagnosis of hypermobility syndrome. Let's fast forward to 54, when the trifecta of what I'd come to know of EDS, POTS, MCAS, and dysautonomia basically dominated my life and sent me into the medical system for the first time in many years. When I entered the medical system, I was shocked to be received not so well and diagnosed with things that weren't really relevant to me or relevant to what was happening to my health at the time. So, being who I am and a proactive person, I decided to go have an MRI. So, upon having an MRI and them placing the MRI results into the system, I promptly got a call from a doctor here in my community who took me on as a patient and explained to me exactly what was happening to my body. I had widespread osteoarthritis, and both of my labral ligaments in my hips were torn at that time. And I was diagnosed, of course, again, with the trifecta. He decided to give me a working diagnosis of hypermobile Ehlers-Danlos syndrome, and then refer me to a specialist. And in the time that we were waiting, we tried a multitude of medications, and everybody's going to relate to this, and some worked and some didn't, but I went to physio, I changed how I ate, my sleep patterns got better, my movement got better, everything improved as I'd done these things. And then finally, in December, I got in the office of a great doctor in Montreal who officially diagnosed me with hypermobile Ehlers-Danlos syndrome and told me that all the things that my family doctor and I were doing together to keep doing them. Basically, that was it in a nutshell. Je m'appelle Mélanie Lacroix, j'ai 45 ans, je suis maman de 4 enfants et je suis atteinte du CED et de conditions qui sont associées. La situation est devenue plus problématique pour moi pendant mes études au cégep et à l'université. J'ai eu des différents symptômes, surtout des entorses, torticolis, vertiges, de la tachycardie, des problèmes digestifs et de la fatigue vraiment importante. J'ai en fait dû ralentir le rythme de mes études et mettre fin à mes études universitaires parce que là, c'était devenu trop problématique pour moi de gérer les symptômes avec les études. C'est pendant la semaine de relâche de 2019 que ma vie et celle de ma famille a complètement changé après que j'ai eu un banal accident avec une blessure au cou. À ce moment-là, j'ai été en soins intensifs neurochirurgicaux pendant quelques jours, pendant la durée de la traction, avant d'être opérée pour une fusion et de passer 2 mois et demi en allurphie, en réadaptation fonctionnelle intensive. Mais c'est vraiment par la suite que c'est devenu encore plus complexe après avoir obtenu un diagnostic erroné de troubles neurologiques fonctionnels. Le CED ne faisait pas partie de ce qui était recherché par les médecins. En fait, le diagnostic de troubles neurologiques fonctionnels démontre justement l'incompréhension du CED, mais la méconnaissance de cette condition-là.
Ils sont complètement passés à côté du vrai problème à ce moment-là. Suite au diagnostic de TNF, en réalité, j'ai vécu des années extrêmement difficiles, tant pour moi que mes proches, cela autant physiquement que psychologiquement. Ce diagnostic-là a vraiment nui de manière importante à mon dossier, puis a retardé l'accès aux soins que j'avais besoin de recevoir. En réalité, c'est à ce moment-là que j'ai compris que je devrais me battre pour ma vie et pour être présente auprès de mes enfants. Quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, il faut se battre. Je veux vivre. C'est ça qui m'a donné la force d'arriver à obtenir les soins. Dans le fond, par la suite, j'ai obtenu mon diagnostic de SED hypermobile. Ensuite, d'instabilité crânio-cervicale et de malformation de Chiari, que toutes ces conditions-là nécessitaient des soins neurochirurgicaux. J'ai pu avoir accès, avec le soutien de la RAMQ. C'est ça, j'ai pu être opérée au début de 2025. J'ai été vraiment, vraiment privilégiée d'être entourée, puis d'avoir des alliés qui m'ont permis de me rendre jusque-là. C'est vraiment formidable que j'ai eu ces anges-là sur mon chemin. Je voulais parler aussi de plusieurs diagnostics comme le trouble neurologique fonctionnel. C'est des diagnostics relativement récents. Il y a aussi la fibromyalgie. Je voulais préciser que quand on a quelqu'un qui a une hyperlaxité actuelle ou antérieure, donc dans son historique, puis quelqu'un lui a donné le diagnostic de fibro ou de troubles neurologiques fonctionnels, il faut avoir en premier le réflexe de questionner l'hyperlaxité, l'hypermobilité articulaire, parce que quelqu'un qui a le syndrome Ehlers-Danlos n'a pas la fibromyalgie. Donc, la fibromyalgie, c'est un diagnostic qu'on donne seulement quand on a éliminé le diagnostic d'un trouble héréditaire du tissu conjonctif. Même chose pour le trouble neurologique fonctionnel. Si on n'a pas éliminé un Ehlers-Danlos, ce n'est pas un trouble neurologique fonctionnel si on est en face de quelqu'un qui a une hyperlaxité. C'est ça. Bien, il y a plusieurs mois qui se sont écoulés, puis j'ai vu d'autres médecins, j'ai rencontré d'autres spécialistes encore. Puis malgré mon diagnostic officiel par une généticienne, il y a certains spécialistes encore qui refutent le diagnostic. Donc, moi, je suis une spécialiste en médecine interne. Ça fait plus de 15 ans que je travaille. Et au cours des 3 ou 4 dernières années, j'ai eu à prendre en charge 3 patients avec des syndromes de Ehlers-Danlos hypermobiles. Pourquoi est-ce que je ne veux pas être identifié? Je suis à l'aise de vous le dire, là. C'est parce que ben, je ne suis pas une spécialiste du syndrome de Ehlers-Danlos hypermobile et ça ne fait pas partie de mes objectifs d'être identifié comme tel parce que je me sentirais vraiment très imposteur. Puis, c'est pas nécessairement une clientèle que j'ai choisie. J'essaie d'aider mes patients, mais c'est vrai que c'est difficile puis que je suis souvent confronté à ma propre impuissance face à ces patients-là. Dans le contexte aussi actuel où on doit aller vite, où on nous parle de liste d'attente, c'est difficile de prendre le temps avec ces patients qui souvent requièrent des évaluations de 50 minutes, 1 heure et demie pour bien faire le tour, prendre tout le dossier. J'ai constaté que c'est des patients pour qui la vie est difficile. C'est des patients qui, malheureusement, semblent n'appartenir comme à personne. Ça, c'est la chose qui me frappe. C'est-à-dire que quand on lit là-dessus, par exemple, nous, en médecine interne, on utilise beaucoup la banque, le site Internet UpToDate,
qui nous donne de l'information sur pratiquement tout, là. Tout est répertorié là-dedans. Et puis, quand on lit sur le syndrome de Ehlers-Danlos hypermobile, c'est très général. C'est-à-dire que ça nous dit que ce sont des patients pour qui, effectivement, il n'y a pas de prise de sang. Il y a des critères diagnostiques, mais le fait de ne pas avoir une prise de sang ou un indicateur ou une imagerie qui nous confirme la présence du diagnostic, on reste tout le temps un petit peu sur notre inquiétude de ne pas avoir peut-être le bon diagnostic, là. Donc, je pense que c'est une des difficultés. L'autre chose, c'est que les derniers critères diagnostiques datent de 2017, ce qui, quand même, dans l'histoire de la médecine, est assez récent. Ça veut dire que moi, ces critères-là, ils n'existaient pas là, quand j'ai été formé. Et c'est un syndrome, c'est une maladie, je pense qu'on doit le reconnaître. Je pense que c'est décrit, il y a des critères, mais pour lesquels, au niveau de la médecine, on se sent un petit peu impuissant parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer, puis parce que les patients ne répondent pas facilement à tout le plan de prise en charge quand on essaie des choses. Fait que c'est beaucoup d'essais-erreurs. Donc ça, c'est une des autres choses qui complexifie la prise en charge parce que c'est des patients qui ont plusieurs plaintes qu'on doit essayer d'adresser avec eux, pour lesquels, et là, je veux faire un point bien clair, ces patients-là, ils souffrent. C'est pas dans leur tête, c'est réel et ils ont besoin d'accompagnement pour ça. Là, après ça, c'est qui la meilleure personne pour les accompagner là-dedans? Je pense que c'est là qu'on a un grand trou et une difficulté à aider ces patients-là. Je suis médecin psychiatre au CIUS de l'Estrie depuis bientôt 40 ans. Et j'ai travaillé notamment aux urgences et surtout en consultation liaison, donc avec des médecins de différentes spécialités, urgence, médecine, chirurgie, radiologie nucléaire. Donc, c'est une expérience assez diversifiée qui m'a permis, entre autres, de rencontrer différents types de clientèle et de me familiariser au travers de ça avec la maladie de Ehlers-Danlos qui, à l'époque, ne nous était pas enseignée. Notamment, j'ai vu récemment, et je l'avais fait aussi par le passé, j'ai vu plusieurs articles qui ont été publiés, entre autres dans Up to Date dans la dernière année, assez détaillés sur le diagnostic, les traitements, l'investigation de la maladie d'Ehlers-Danlos. Donc, c'est très probant. On ne peut pas ne pas connaître la maladie d'Ehlers-Danlos. On peut décider de ne pas soigner les malades atteints de cette maladie-là. Et je pense qu'en notre âme et conscience, avec ce qu'on nous a appris à faire en médecine, je pense qu'il faut pour moi y croire. Et de toute façon, ça existe bel et bien. Le syndrome d'Ehlers-Danlos est hypermobile, peut surprendre, il peut dérouter, il peut même déstabiliser. C'est correct, ça se comprend, c'est ça la vie. Mais on revient toujours à soigner, même quand c'est difficile, soigner sans jugement, soigner avec l'ouverture qui donne de l'espoir. Parce que quand on a de l'espoir, peut-être qu'on ne guérira pas, mais au moins on se sent compris, on sent qu'on fait une alliance avec le médecin. Puis les préjugés. Certains disent que ça n'existe pas, qu'ils n'y croient pas, que c'est un diagnostic fourre-tout, que les causes sont psychologiques. Pas étonnant, c'est une majorité de femmes qui ont le plus de symptômes. L'ignorance et l'incrédulité du milieu médical peuvent mener à des situations dramatiques. Il y a des personnes isolées chez elles qui ne veulent plus consulter de médecin ou l'urgence. Elles ont perdu confiance dans le milieu médical. On dit qu'elles sont anxieuses ou déprimées. Qui ne le serait pas? Secondairement à une longue errance diagnostique et l'absence de soins. Elles peuvent avoir des pensées suicidaires ou se sont suicidées. Et maintenant, de plus en plus, certaines demandent l'aide médicale à mourir. Donc, il y a certains médecins que j'ai rencontrés tout au long de ces années, mais pas tous, heureusement. Il y en a qui me disaient bon, t'as encore un problème, ça va être quoi la prochaine fois? Ta nièce a un CED, c'est trop loin de toi. Pourquoi insister pour avoir un diagnostic
alors qu'il n'y a rien à faire. Le CED, bon, tu as attrapé la maladie à la mode, ou le CED n'existe tout simplement pas. Mais quant à mes médecins traitants actuels, que je remercie de m'avoir cru, je les sens un petit peu plus démunis face au système de santé qui n'est pas fait pour des gens avec des problèmes de santé systémiques qui touchent tout le corps. Puis, l'autre médecin de famille que j'ai eu par la suite m'a envoyé un jour chez le psychiatre en me disant « Je ne veux pas te revoir si tu n'as pas consulté en psychiatrie avant de revenir. » Puis le psychiatre est la personne qui m'a le plus aidé en me disant « Rends-toi service, change de médecin de famille. » Mon parcours, ça a été vraiment ça. Aujourd'hui, avec du recul, je comprends que c'est vraiment un traumatisme que j'ai vécu parce que ils m'ont dit des choses horribles, mais horribles. Même jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'ai même douté de moi-même. Parce qu'à un moment donné, les gens autour de moi, ils disaient « Mais voyons, mais ça se peut pas, là, tu sais. Ce sont des grands spécialistes, ils te disent toute la même chose. Ça se pourrait-tu que ce soit psychologique, ton affaire, tu sais? » Fait qu'ils sont allés même jusqu'à me faire douter de moi. J'avais tellement peur d'eux autres, puis je voulais tellement les convaincre de dire « Non, c'est pas dans ma tête. Mes symptômes sont réels. » Bien, en fait, je suis complètement tombée entre les mailles du filet. Ça fait aucun doute pour moi. Je me suis sentie vraiment abandonnée par le système. C'est vraiment comme ça que je décrirais mon parcours. J'aurais aimé ça qu'on puisse me rattraper, me venir en aide, mais c'est comme ça que je me suis sentie. Quand je vais aux urgences et qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, quand il arrive quelque chose de sérieux, la plupart du temps, même tout le temps, je me sens ridiculisée. Je ne suis pas vraiment crue. C'est banalisé. Je me fais dire que ben, c'est pas grand-chose, ou je suis revirée de bord, ou on me croit pas. Ne pas avoir de diagnostic officiel m'a nui énormément parce que j'étais aux études. J'ai fait un bac, j'ai fait 2 maîtrises que j'ai commencées, j'ai pas pu finir parce que j'ai jamais été capable de faire des stages. J'ai pas eu d'aide. Il y a des centres d'aide aux étudiants, mais c'est en diagnostic, il n'y a pas d'aide aux étudiants. Puis j'ai pas eu de diagnostic officiel, donc j'ai pas reçu d'aide. Dans le cas de mes 2 maîtrises, il a fallu que j'arrête à cause des stages. Même à temps partiel, après 1 an et demi d'efforts, j'ai jamais été capable. Puis j'allais de moins en moins à mes cours. J'étais de plus en plus malade parce qu'en n'ayant pas de diagnostic, j'avais pas d'aide à la maison, pas d'aide, j'avais pas le transport adapté non plus. Je conduisais pas. Je commençais à faire trop d'hypersomnie pour prendre l'autobus. Ça devenait dangereux parce que je m'endormais puis je partais 2 heures de temps en autobus. Quand j'ai lâché mes études, je me suis retrouvée sur l'aide sociale, mais avec pas de diagnostic, donc avec le revenu minimum, pas de reconnaissance de maladie. Puis j'avais 28 ans, j'avais absolument plus rien devant moi. Puis par-dessus tout ça, j'aimerais ça ajouter, il ne faut pas sous-estimer l'effet domino, parce que non seulement tu tombes dans une difficulté financière, mais là, elle a contracté des dettes d'études, le gouvernement veut qu'elle rembourse les dettes. Le gouvernement finit par envoyer des huissiers chez elle. Ils venaient tout le temps. Là, tu as des huissiers qui cognent chez vous, mais toi, tu es malade, tu n'es pas en état, tu n'as plus rien dans la vie. Puis fait que tu as même le côté presque harcelant du système qui se bat contre toi. Puis l'aide sociale fait un peu la même chose. Eux, ils disent, bien, il faut que tu travailles, il faut que tu travailles. Donc, ils te forcent à aller à des formations pour apprendre à postuler sur des emplois. Mais c'est pas ça que tu as besoin. Tu as besoin de des gens qui t'écoutent puis qui te donnent du support pour passer à travers une épreuve qui est vraiment extrêmement difficile, là. Aussitôt que mon suivi à Sainte-Justine s'est terminé, bien, j'ai commencé à consulter, puis je consulte encore à ce jour beaucoup de professionnels de la santé au privé. Que ce soit physiothérapeute, massothérapeute des fascias, acupunctrice, ostéopathe, chiro pour les ATM de la mâchoire, podo-orthésiste pour les semelles orthodynamiques, des orthésistes pour mes vêtements compressifs, podiatre, hypnologue.
Je dois aller au privé aussi pour les IRM, les échographies. Autrement, les délais sont beaucoup trop longs. Je n'ose même pas comptabiliser les coûts annuels. Puis ça, c'est même si j'ai une assurance qui m'aide. Si j'avais pas cette assurance-là, si j'avais pas mon mari qui subvenait à ces coûts-là, ben je pourrais pas me prévaloir de ces services-là au privé. Puis seul Dieu sait où j'en serais aujourd'hui. "15 years to advocate to governments, to medical community to change things. What have you done?" Yeah, so we've, it began with when we met. We did an environmental scan at the beginning. Is EDS a worthy cause to support? Is chronic pain a bigger issue in children even? And we find this out. The outcome of that is that there needs to be advanced medical education, and if there are international doctors who are more knowledgeable, we should invite them for conferences. So we've done that. But when we bring that expertise, those international specialists, we come in a conference and have a conversation, and it's a CME accredited conference. It's difficult to get doctors to actually come and learn, because they actually don't really want the patients, because they are complex. En novembre 2025, le RQMO a organisé le visionnement du film américain Complicated. C'est des histoires de jeunes filles qui deviennent sévèrement atteintes par le SIDA et de mères qui ne sont pas crues par le milieu médical, des mères soupçonnées ou accusées d'abus médical sur leur enfant, de Munchausen par procuration. Des experts du SIDA témoignent dans ce film pour dire comment cela arrive trop souvent. Leurs évaluations comme experts ne sont pas prises au sérieux. In the film Complicated, it's the stories mostly of children, families, and young women, and you have an example, because those horrific stories in the film, we each know of real live stories in Quebec and the rest of Canada, and there's one example you were... Yeah, so there is that documentary hits a real chord, because you sit and you watch and you go, oh, there's this family in this city or province, and there's another family that's has gone through the same thing. But then there's the individual who, in Ontario, is in the hospital for months and months and months, suffering with all the comorbid conditions, the symptoms of, and there's no care plan, nobody's putting together a comprehensive understanding of what is EDS on its own, but then with overlap those comorbid conditions. And she was she became so tired of suffering that she chose to access the medical assistance in dying. And this is a person who is brilliantly smart, A achiever, and her mother is part of, they've been part of our organization for many years, volunteering in different capacities. And in the hospital, they were treated as though they were Munchausen, like that it's so demeaning, and it's devastating. It's devastating. It makes you wonder, how can one disease be so ignored or so misunderstood?
L'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec que l'INES soit mandaté pour mettre en place les outils nécessaires à un meilleur diagnostic et une prise en charge du syndrome d'Ehlers-Danlos selon les bonnes pratiques existantes à l'international. The challenge is that there isn't a care pathway that is known to all, that there's not that resource for the family physician or the specialists. And the comorbid conditions, if they're not managed well, then all the symptoms become so much worse. Pain is worse, and this has to stop. Like it really has to stop without making change happen. And you know, it's easy to say words like you want to demand to have care for the EDS population in Canada. How do you make that happen? Non seulement c'est crucial d'avoir un bon médecin de famille ou un bon interniste qui nous réfère à des spécialités, toutes les spécialités pour chaque organe, chaque problème qu'on a, mais avoir un bon pharmacien est une clé incroyable. J'ai la chance présentement, en plus d'avoir un bon médecin de famille, une bonne équipe de spécialistes, d'avoir un pharmacien incroyable. Au niveau des chirurgies, tout ce qui est orthopédie ou quoi que ce soit, les médecins doivent prendre encore plus de précautions au niveau de la fermeture des cicatrices, les douleurs accrues. Faut faire attention avec une personne SED, c'est plus compliqué. Ça prend plus de temps à guérir, ça fait plus mal. La réhabilitation doit être en conséquence avec la physio, quoi que ce soit. Tantôt, je parlais du partenariat, puis c'est pour ça que le partenariat a tout à fait sa place pour comprendre, soupçonner, diagnostiquer et traiter le Ehlers-Danlos, parce que, justement, c'est tellement complexe. Quand on fait du partenariat, ça dégage du poids sur les épaules des médecins parce qu'on implique des soignants non médecins dans cette approche-là. Et l'autre chose, c'est que les patients eux-mêmes ont souvent une connaissance beaucoup plus approfondie de leur maladie, de leurs conditions, que les médecins eux-mêmes, surtout en première ligne. Puis, l'approche par partenariat, c'est que le patient est lui-même un partenariat. Donc, en gros, si je pouvais schématiser le partenariat, avant, tu avais le patient au centre, puis tu avais l'équipe soignante autour. Puis maintenant, c'est le patient, il est autour du centre. Puis le centre, c'est quoi? Bien, c'est les problèmes, puis les objectifs de vie du patient, les choses sur lesquelles il veut travailler, lui. Alors, c'est une approche qui est assez différente, c'est moins infantilisant, si on veut. Les pistes de solutions, selon moi, elles passent par, effectivement, des champions, j'appellerais ça des champions québécois. C'est-à-dire, si on avait une clinique dans 5-6 cliniques au Québec de gens, de regroupement, de gens qui s'intéressent à cette pathologie-là. Je parle de médecins, mais qui seraient entourés aussi médecins, physiothérapeutes, ergothérapeutes, psychologues. Je pense que c'est vraiment ça qui aiderait nos patients d'avoir une clinique d'hypermobilité où on peut faire le diagnostic, initier la prise en charge, initier un plan de prise en charge qui pourrait, après ça, être repris par les médecins traitants. Donc, si je reçois une lettre de dire, oui, de quelqu'un qui est un expert, quelqu'un qui s'est formé là-dedans, qui connaît ça, qui est confiant dans son examen physique, comme je disais tantôt, puis qui est capable de dire, oui, c'est un syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile, le diagnostic est posé, voici la liste des choses pour la douleur, voici ce que vous pouvez essayer ou dans l'ordre pour les symptômes de fatigue, voici ce qui est suggéré, recommandé. Pour les symptômes d'orthostatisme, voici ce qui est suggéré. Je pense que ça serait vraiment très aidant pour qu'on puisse avoir une pratique commune, puis que les gens ne soient pas laissés à eux-mêmes, que les patients ne soient pas laissés à eux-mêmes. Les autres choses auxquelles je réfléchissais depuis que je prends en charge ces patients-là, c'est si on avait un statement de la part d'organismes québécois ou canadiens, c'est sûr que ça nous aiderait aussi. Si on avait l'INES qui se penchait sur les différentes
modalités diagnostiques et thérapeutiques ou le Collège des médecins ou l'Association médicale canadienne. Les solutions que nous souhaitons proposer. La première est d'écouter et de consulter les personnes, familles touchées par le CED, ainsi que les associations qui les soutiennent, qu'elles constituent une mine d'informations. Il faudrait que les médecins se mettent à jour sur le syndrome, former les médecins, surtout les médecins de famille et autres professionnels de la santé, à savoir quand et comment dépister l'hypermobilité articulaire, connaître les critères diagnostiques et le caractère multisystémique du CED. Il faudrait évaluer l'état du diagnostic et de la prise en charge du CED au Québec et dans le reste du Canada. S'informer des avancées puis des expériences d'autres pays, ne pas réinventer la roue. Il faudrait faire en sorte que le diagnostic ne soit pas la chasse gardée des médecins généticiens, qui sont trop peu nombreux et ont peu de ressources. Ailleurs, ce sont des médecins de famille, des rhumatologues, des physiatres ou des internistes qui font le diagnostic. Bien sûr, les médecins généticiens doivent être consultés pour exclure des types rares et d'autres maladies, particulièrement des maladies graves cardiovasculaires. Il faudrait intégrer la prise en charge de ce syndrome dans les centres de réadaptation physique, dont la mission est de prendre en charge les troubles musculo-squelettiques. Et idéalement, mettre sur pied des cliniques multidisciplinaires ou intégrer le CED dans les cliniques de maladies chroniques complexes existantes. So I guess my message here today for you is to never give up, especially never give up on yourself. And don't let anybody tell you that a diagnosis of Ehlers-Danlos syndrome isn't necessary, because all of the things after the working diagnosis started that I'd done to help improve my life has drastically changed the person that I am today. And I'd like to wish you all the best of luck on your diagnostic journey.